Bonjour, bienvenue à tous et à toutes à cette troisième activité culturelle Dialogue avec Vincent Leray, les parfums Dior, qui est présentée dans le cadre de l'exposition Christian Dior au Musée McCord. Je me présente, Leila Friat, je suis chargée de projet en action éducative, citoyenne et culturelle pour le musée. Et avant toute chose, je voudrais reconnaître que nous sommes ici sur un territoire autochtone non cédé par voie de traité et que la nation Kanien'kehá:ka possède un attachement historique à ce territoire qu'elle nomme Tiohtià:ke. Ce territoire demeure un lieu de rassemblement pour de nombreuses nations autochtones, comme il l'était pour leurs ancêtres. Nous leur rendons hommage aujourd'hui, ainsi qu'aux membres d'autres communautés qui pourraient être présents avec nous. Alors, nous sommes très heureux de pouvoir vous recevoir aujourd'hui pour cet événement virtuel et de vous recevoir dans la magnifique exposition de Christian Dior. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui M. Vincent Leray, en direct de Granville. Monsieur Leray est chargé de patrimoine chez Parfums Christian Dior et il s'entretiendra aujourd'hui avec Stéphane Leduc, qui est journaliste au Dress to Kill magazine et enseignant à l'École supérieure de mode de l'UQAM. Alors, bonjour à vous deux. Merci d'être présents avec nous aujourd'hui. Avant de passer la parole à mes invités, je vous informe que l'activité sera d'une durée de 45 minutes en français. Elle sera suivie d'une période de 15 minutes de questions qui pourraient être adressées dans les deux langues via la plateforme Zoom ou sur la page Facebook du musée. Alors, merci à tous et bonne activité. Alors, je suis très heureux de te retrouver et je disais qu'on allait se tutoyer parce qu'on a eu l'occasion de se croiser au cours des années, de faire différentes entrevues et de passionnantes conférences à chaque fois. Et je trouve assez symbolique que tu sois en direct de Granville, qui est la ville de naissance de Christian Dior. Donc, il y a des liens entre Montréal, entre Christian Dior, et on le découvre en voyant cette exposition aussi, parce que dès la première année, en 1947, Christian Dior vient à Montréal, il vient au magasin Eaton, et aujourd'hui, on est dans ce musée qui est tout près de ce magasin, qui a vu la présence de Christian Dior, et on est dans l'esprit de Dior avec tous ces objets autour de moi et ces fameux flacons. Et on a un thème aussi que je trouve vraiment passionnant parce que le thème des fleurs, ce n'est pas un thème qu'on aborde très souvent sur Christian Dior, même si on le sent présent, mais d'en parler et d'en discuter aujourd'hui, de le découvrir, je trouve ça formidable. Donc, merci pour cette belle idée du thème des fleurs. Et ce thème, en fait, ces fleurs ont fait partie de la vie de Christian Dior très, très tôt dans sa vie. Oui, oui. Christian Dior est né en même temps qu'un jardin qui était celui de Granville, qu'il a contribué à aménager avec sa maman. Et ceci très tôt, puisque la famille s'est installée dans ce jardin en haut d'une falaise à la date même de naissance de Christian Dior en 1905. Et Madeleine Dior souhaitait, elle, de son côté, un beau jardin arboré tout autour de la maison. Et Christian Dior est né avec ce jardin qui était en cours de fabrication, je dirais. On va voir justement de très belles images qui vont nous permettre de découvrir d'une certaine façon qui sont en fait des photos qui permettent aussi de mieux comprendre à la fois cette fabuleuse maison de Granville et aussi cet amour qui a débuté très tôt et cette charmante photo de Christian Dior tout jeune, enfant. Peut-être nous décrire oui, oui, on le voit. Oui, pardon. Là, oui, effectivement, on le voit à gauche, là, juste à côté de cette élégante, à l'extrême gauche. Et le petit garçon qui est au milieu dans le moulin fleuri, c'est Serge F. Clair-Louis et ce sera le futur créateur des parfums Christian Dior. Donc, on a les deux petits garçons ici à l'occasion de la fête des fleurs qui a été donnée par le casino de Granville et qui était un petit peu le pendant du carnaval de Granville qui, lui, s'adressait plutôt aux adultes. Et Christian Dior et la famille prenaient régulièrement part à cet événement qui était un événement surtout adressé à la bourgeoisie locale. Et juste à côté, on a un catalogue du grainetier Villemorin-Andrieux. Et c'était le magazine que Christian Dior et sa maman recevaient dans leur boîte aux lettres à Granville. Et Christian Dior, dans ses mémoires, rappelle justement qu'il recevait très régulièrement ce catalogue. Et il s'y plongeait de façon très, très régulière, à tel point qu'il en apprenait parfois certains passages pour maîtriser cette langue des jardiniers et avoir un savoir quasi scientifique de la botanique. Et très, très tôt, il va s'intéresser à ce catalogue et il va le feuilleter pendant plusieurs Oui, années. oui, oui.
Oui. Il va très tôt s'intéresser aux fleurs. Là, on le voit tout petit garçon en costume marin, parce que la famille Dior était une famille bourgeoise, très anglomaniaque, et elle habillait ses enfants à la mode anglaise. Là, on voit le petit Christian Dior habillé en costume marin, comme Édouard VII à l'époque. Et juste à droite, on a une partie du jardin de Granville, qui en réalité est la première création artistique de Christian Dior. C'est une pergola que l'on voit sur la droite et qui encadre un bassin d'inspiration un peu japonisante avec ses géraniums tout autour, avec ce que l'on appelle des pas japonais, c'est-à-dire ces pierres qui sont entourées de gazon tout autour et qui ont été entièrement composées, orchestrées par Christian Dior, qui évidemment est un petit peu plus âgé, mais qui, à la demande de sa maman, a décidé de transformer cet endroit qui autrefois était occupé par une serre, et que Christian Dior a magnifié sous la forme comme ça d'un petit jardin très délicat, d'inspiration à la fois asiatique et méditerranéenne. Et on voit déjà que le jardin est très abouti parce que le plan est très précis. On voit d'ailleurs sur la photo, en fait, c'est la fameuse maison de Granville. Et ce qui est aujourd'hui le musée Christian Dior. Il faut situer que c'est en Normandie, pour les gens qui ne sauraient pas où est Granville. On a pris pour acquis que tout le monde savait. Mais là, on la voit, cette pergola d'ailleurs sur le côté. Ici. Exactement. Oui, tu as raison de mentionner le fait que ce soit en Normandie, parce que on comprend mieux aussi l'emplacement de cette maison, disons, qui a été construite à Granville. Et Granville est dans la baie du Mont-Saint-Michel, et on voit bien que la mer vient caresser le bas de cette falaise sur laquelle est perchée cette maison, qui a beaucoup marqué Christian Dior. Il explique dans ses mémoires qu'il doit tout à son orientation, à son style, à ses couleurs, à son environnement. Et effectivement, la pergola que l'on voyait sous la forme d'un stéréochrome des années 30 tout à l'heure, on la distingue encore aujourd'hui à gauche de la maison. Et même la couleur de la maison est une couleur qui va imprégner son imaginaire aussi. Oui, lui parlera de rose bonheur, parce que c'est un rose qui sera directement associé à son enfance, et le gris sera également très présent, devenant l'une des couleurs fétiches et je dirais la couleur dominante aux 30 montagnes, qui est l'adresse de sa maison de couture. Et là, on arrive, et Chapeau Dior a plusieurs raisons d'être. Il devait y avoir une exposition l'été dernier intitulée Chapeau Dior au musée de Granville, mais le chapeau a été une partie intégrante à la fois de l'enfance, on le voit avec cette photo de sa mère, mais aussi par la suite dans ses créations. Mais là, on voit cette belle famille qui était une famille bourgeoise, qui était une famille qui avait une réussite sociale aussi. Oui, qui n'est pas encore totalement au complet, puisque la jeune Madeleine à gauche attend la future Catherine. Elle est peut-être même enceinte de Catherine. Donc, ce sera une famille de 5 enfants. Alors, on voit notre Christian Dior au beau milieu, là, avec son petit col marin. Et comme tu l'as mentionné, effectivement, Madeleine Dior, chapeautée, comme toutes les femmes à l'époque. Le chapeau était indispensable à la tenue vestimentaire des femmes. Aucune femme ne sortait sans chapeau. Et là, ce qui est particulier sur cette photo, c'est que l'on voit Madeleine Dior, avec des chapeaux, avec des robes, avec des fleurs sur le chapeau, et dans cette mode qui est également très naturaliste, très florale, et qui vient presque en réaction à ce monde industriel émergent de l'Angleterre qui se trouve juste en face de Granville. Et tout cela est une forme de réaction contre ce monde industriel. Et Christian Dior va s'y réfugier, et d'où sa passion également du monde floral et de cette mode très naturaliste. D'ailleurs, sa sœur, et c'est en lisant le livre Chapeau de Dior qui est magnifique, que Stephen Jones a écrit, auquel tu as participé également. Et sa sœur disait, avec des propos qui ont été recueillis, qu'on retrouve dans le livre, Catherine donc disait, il lui fallait autant de temps pour choisir les couleurs de ses plantations que pour dessiner une robe. C'est bien la preuve que les fleurs étaient omniprésentes et que ça l'occupait constamment. Oui, constamment. C'était vraiment sa
sa vraie passion. Et quand il va commencer à dessiner des chapeaux au milieu des années 30, qui vont être publiés par les revues de mode, les fleurs tiendront là encore une place très importante, comme on peut le voir sur ces crayonnés aussi, où on a une très jolie fleur violette sur le dessin de gauche, et de façon encore plus radicale, sur les crayonnés de droite, on voit ce très beau chapeau en forme de rose qui, à lui seul, représente la fleur dans sa totalité. Donc déjà, on pressent chez Dior cette volonté de transformer les femmes en femmes fleurs, ce qui sera son point d'orgue pour sa première collection de couture. Je trouve ça très bien que tu nous présentes ces dessins parce qu'on oublie, on connaît peu les débuts de Dior avant 47 et quand on approfondit, on s'aperçoit que le dessin, c'est un peu ce qui l'a sauvé de difficultés financières et en faisant le dessin, en dessinant pour Le Figaro, entre autres. Et c'est là qu'il va rencontrer Gruaud, le fameux illustrateur, mais c'est aussi ses débuts qui lui permettent de vendre des croquis à une modiste qui est Claude Saint-Cyr, d'ailleurs, c'est le chapeau qu'on voit avec cette femme aux lèvres rouges. Ouais. Et par la suite pour des grandes maisons comme Robert Piguet et Lucien Lelong, avant de devenir ce grand couturier. Et parlant de Gruaud, ça nous amène à ce dessin très, très beau. C'est un illustrateur et je sais que tu es un spécialiste aussi de Gruaud, mais fabuleux et ces dessins, on ne s'en lasse pas de les voir comme ce dessin du parfum. Oui, et puis souvent chez Gruaud, on voit l'absence du flacon. René Gruaud voulait toujours exprimer le style de la maison à travers ses codes, à travers les passions de Christian Dior, et le fait de transformer ce visage et cette coiffure en coiffe florale qui reprend le flacon de Diorissimo qui avait été spécialement réalisé par Christian Dior. On comprend cette volonté de mélanger le répertoire du parfum et de la couture sans jamais être trop littéral et toujours en exprimant justement cette fameuse femme fleur que Stephen Jones a réinterprétée à l'occasion de la publication du livre Chapeau Dior avec cette coiffe, du coup, puisque c'est un terme qu'on utilise à la fois en parfumerie et également pour désigner des chapeaux, la coiffe, et on a là une interprétation très moderne de la part de Stephen. Et je sais qu'on va revenir sur ce parfum parce que c'est un parfum important, mais Christian Dior avait dessiné ce flacon réalisé par Lally. Oui, exactement. C'est lui qui avait dessiné le flacon. On va revenir tout à l'heure sur la fragrance, puisqu'il s'agit du parfum Diorissimo. Et on verra effectivement, là encore, le caractère expert de Christian Dior en matière de fleurs, puisqu'il savait très très bien ce qu'il souhaitait placer comme fleurs sur ce bouquet floral. Et ce magnifique flacon se retrouve dans l'exposition à Montréal. Il est d'ailleurs... Exactement. C'est vraiment le flacon fétiche de Christian Dior et son parfum fétiche, puisque c'est un parfum à base de muguet, et le muguet, comme on le verra plus tard, était la fleur porte-bonheur de Christian Dior. Quelques exemples de ce bouquet qu'on retrouve dans différentes créations, mais encore une fois, et Stephen Jones doit nous entendre en ce moment parce qu'on le cite abondamment, parce qu'il a eu la chance de référencer l'herbier de Christian Dior, l'herbier personnel de M. Dior. C'est Maria Grazia-Chiori qui lui a demandé. Et il s'est aperçu que les roses revenaient fréquemment. Bon, plusieurs fleurs reviennent dans les collections, mais particulièrement, et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est des roses que peut-être sur lesquelles on porte moins attention, sauf les roses qu'on connaît très bien, mais les œillets et les marguerites qui ont été des termes récurrents à travers les collections. Oui. Et on voit là, à travers l'herbier de Christian Dior, finalement, ses propres goûts personnels et ses propres jardins, puisque l'herbier qui liste toutes les références aux fleurs dans les écrits de Christian Dior à travers ses créations de couture, amène toujours des catégories de fleurs qui sont des fleurs qu'il aurait très bien pu avoir dans son jardin. Et les éléments qu'il place dans ses collections sont toujours des lectures très à droite de ces motifs floraux, puisque
Ils peuvent apparaître sous la forme d'une ceinture, comme on peut le voir avec le modèle de gauche, sous la forme de bouquet, mais également servir de construction globale à une robe, ou alors apparaître de façon extrêmement luxueuse pour la seule cliente dans les doublures des vêtements. Et d'ailleurs, à ce titre, à l'exposition de Montréal, il y a une très très belle création entièrement doublée de clochettes de muguet qu'on n'a pas mise là, que les visiteurs découvriront et qui est une splendeur. Et là, on arrive avec cette fameuse première collection qui porte un nom de fleur, la collection Coral. Et là, je suis très heureux c'est un plaisir de voir ses dessins parce qu'il avait un trait magnifique, une façon de dessiner très personnelle. Et c'est toujours une joie de voir cette qualité de dessin dans lequel on comprend toute la robe complètement. Mais complètement, oui, parce que effectivement, à travers ces dessins, il suffit parfois de les retourner pour avoir la silhouette même d'une fleur. Et le fait que Christian Dior, pour sa première collection, ait choisi ce terme de corolle, montre bien son amour pour le motif floral et sa volonté de sortir de ces années de guerre pour proposer quelque chose de très épanoui, de très floral, de très gai, avec beaucoup de plissés, beaucoup de mouvements. Et ce terme a été totalement éclipsé par Carmel Snow du Harper's Bazaar, puisque lorsqu'elle est venue voir Christian Dior, elle lui a dit Dear Christian, your dresses have such a new look. Et c'est le terme de new look qui est resté pour sa collection, mais cette collection, initialement, avait été baptisée par Christian Dior Corolle et en 8. Et ce terme cette idée de la corolle va se retrouver dans cette fameuse collection New Look, ce nouveau regard, mais qui est porté avant tout par une lecture très personnelle du motif floral. Et une collection, il ne faut pas l'oublier, et dans ce cas, le mot est très approprié, qui a été considéré comme une révolution. Parce que parfois, on utilise des mots très forts, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, mais le mot révolution était véritable dans le sens que l'impact a été planétaire et à une rapidité fulgurante aussi. Oui, Françoise Giroud, qui était rédactrice à Elle, disait Dior, inconnu le 12, célèbre le 13. Parce qu'effectivement, ça a été un raz-de-marée médiatique et un phénomène esthétique que l'on a retrouvé immédiatement dans la rue, parce que cette silhouette de la collection Corolle, qui est symbolisée ici par le tailleur Barre, va être l'image même de ce New Look devenu célèbre. Et on retrouve là aussi cette construction très florale avec cette veste que l'on qualifie de bar, puisqu'elle désigne le bar du Plaza Athénée. C'est un tailleur de cocktail, 2 pièces, avec cette très jolie jupe en shantung noir. Il y a plus de 20 mètres de tissu sur cette jupe plissée. Et c'est toujours un petit peu compliqué dans les musées de mode de bien comprendre un modèle haute couture parce qu'on ne peut pas lire son mouvement. Mais en réalité, lorsque le tailleur bar est en mouvement, le jeu de ce plissé remarquable rend justement cette idée même de la corolle et de la fleur épanouie. Et c'est cet ensemble qui va vraiment marquer le lancement international de la carrière de Christian Dior. Oui, et causer quelques controverses, mais qui finalement seront une forme de publicité en bout de ligne. La controverse a plutôt été bonne. Oui, bon, la controverse a été parfaite parce que la controverse a été sur le débat du luxe et même de l'ultra-luxe, puisque Christian Dior, en proposant cette première collection haute couture, proposait un luxe qui n'avait quasiment jamais été atteint et que l'on voit bien à travers le parcours de l'exposition au musée McCord, avec des modèles qui, par leur couleur, par ce fameux rouge Dior, par leur forme, par leur volume, puisque la plupart des robes de Christian Dior étaient doublées de percale, mais le système faisait que les robes étaient extrêmement bien construites. Et cette mode très spectaculaire, très somptueuse, était exactement à contre-temps de ce que l'on pouvait peut-être attendre d'un couturier raisonnable, entre guillemets, proposant une mode adaptée à l'après-guerre. Mais en réalité, Christian Dior a tout de suite compris et saisi
que les femmes rêvaient de beauté, rêvaient d'extravagance, de magie, et tous ces modèles proposés par Dior à l'époque ont évidemment ébloui Oui. Puis une demande, un fantasme. on voulait oublier la guerre, cette période Exactement, lourde exactement. et triste qui a duré très longtemps. Et ces Exactement. photos qu'on voit de l'expo permettent encore une fois d'apprécier cette idée de panneau lumineux euh, dans lequel on retrouve les croquis et permet de les apprécier grandeur nature, en fait, beaucoup plus grand, en fait, que le dessin original. Je trouve ça une belle idée dans la scénographie de cette exposition que les gens pourront voir, je l'espère, très bientôt, parce que malheureusement, le musée est fermé. C'est pour ça qu'on est très privilégié aujourd'hui d'être au musée. Et ce thème des fleurs s'est retrouvé dans d'autres collections. Elle aimait bien nommer chacune des collections, donner des noms aussi en référence à la ligne. Et là, la collection Tulipe, quelques années plus tard, en 53. Oui, pour Christian Dior, la nouveauté de la coupe, le souci constant de la recherche textile l'amenait à chaque fois à proposer une ligne différente. Et comme tu l'as précisé, plusieurs collections ont été inspirées du monde floral, comme on l'a vu avec la première collection au printemps-été 47, et quelques années plus tard, pour la collection printemps-été 53, on peut constater aussi que les modes florales concernent souvent les collections du printemps-été. Et là, pour 53, il va proposer la collection Tulipe. Et dans son programme de collection, il évoque une silhouette épanouie, avec un épanouissement du buste, avec un effacement des hanches. Pour cette collection, la poitrine est haute, est épanouie. Il parle d'aisance respirante, d'une ligne dégagée, épurée, facile à porter. Et ce thème de la tulipe, qui en soi est un thème esthétique, va par la suite aussi nourrir l'inspiration des successeurs de la maison, puisque comme on peut le voir immédiatement à gauche avec ce modèle de Gianfranco Ferré de la collection Printemps-été 92, c'est le modèle qui s'appelle Eden, tout un programme. On voit là encore l'utilisation de la tulipe et de ses couleurs, et de façon plus radicale et extrêmement créative et décapante. En 2010, pour la collection automne-hiver, cette vision de John Galliano de la collection Tulipe, avec ses incroyables coiffes réalisées par Stephen Jones, qui rappellent ces plastiques en celluloïd qu'on utilise pour habiller les bouquets de fleurs chez les marchands de fleurs. Et d'ailleurs, ça évoque une autre anecdote par rapport à Christian Dior, puisque Christian Dior et sa sœur avaient l'idée du vivant de Christian Dior de se lancer dans des commerces de fleurs fraîches, de fleurs coupées. Donc, je ne sais pas si Steven avait cette histoire dans un coin de sa tête. En tous les cas, tout ça rappelle un bel héritage. Chose certaine, c'est fabuleux de penser qu'en 10 ans, Christian Dior a créé un univers tellement fort qu'il a su inspirer par la suite tous les directeurs artistiques qui ont suivi, que ça se renouvelle constamment. Et c'est une grande modernité à chacun, et Maria Grazia le prouve aussi dans ses collections actuelles. Et une autre collection importante et une fleur fétiche pour Christian Dior, c'est le muguet, symbole de porte-bonheur pour les Français d'ailleurs. Oui, à l'occasion du 1er mai, il est coutume d'offrir des brins de muguet, si possible à clochette, aux gens qu'on et le muguet, alors c'est vraiment la fleur de Christian Dior. Il va concevoir la collection Printemps-été 1954 autour de la fleur de muguet. Et là, à l'instar de la collection Tulipe, on aura exactement la même chose, à savoir la volonté d'utiliser la structure architecturale même de la fleur, puisque Christian Dior évoque la succession du volume du chapeau sur le volume du buste et le volume de la jupe, et qui évoque la succession des clochettes de muguet. Pour Dior, cette mode est pensée jeune, simple et souple, et en particulier pour les robes de cocktail qui reprennent la corolle des clochettes, qui ont plutôt tendance à se refermer qu'à s'épanouir. Donc, il y a toujours cette volonté d'utiliser la fleur comme source d'inspiration un peu romantique, mais aussi de l'utiliser en technicien, comme il le faisait pour ses jardins et comme il le fera pour ses créations haute couture.
Et là, on a d'autres images. Pardon, Stéphane. Non, j'allais dire, il portait à la boutonnière le muguet, presque à l'année d'ailleurs, parce Oui, qu'il poussait ce muguet dans les serres. exactement. Ouais, ouais, parce que Madame de Deban, qui était sa fleuriste, lui en produisait toute l'année. Il avait du muguet à disposition absolument toute l'année et il emportait effectivement à la boutonnière. On retrouve le muguet sur l'entête de de son papier personnel et souvent les collaborateurs de Christian Dior, sans le savoir, vont eux aussi faire du Dior et s'emparer des codes de Christian Dior, ce qui sera le cas de Roger Vivier, notamment pour cette jolie paire de mules où on retrouve les clochettes de muguet. Alors, le muguet est traité à la fois d'un point de vue strictement esthétique, architectural, comme on peut le voir avec la robe à gauche ici, où les clochettes viennent s'empiler les unes sur les autres. On retrouve également le muguet sous la forme d'imprimé, avec ce modèle qui a été porté par la princesse de Réti, princesse belge, un modèle qui avait été racheté il y a une vingtaine d'années maintenant par le musée Christian Dior. Et juste à droite, le modèle muguet de la collection 1957 avec ces rinceaux de clochettes de muguet très spectaculaires. Et on nous avait dit, une première d'atelier nous avait expliqué que Christian Dior avait demandé parfois de placer de tout petits ressorts à l'intérieur des clochettes de façon à évoquer le frémissement de la fleur lorsque la personne portait le modèle. Donc il y avait Grand souci de réalisme de sa part. ouais, 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 ouais. C'était, je présume, la dernière collection de Christian Dior. Oui, absolument. Et quand on parle d'influencer les autres créateurs, on en a un très bon exemple avec ce revers de veste de Kim Jones. Ouais, de Kim Jones qui, comme Christian Dior 70 ans plus tôt, eh bien, rappelle cette tradition de la maison à porter à la boutonnière une fleur de muguet. Là, elle est traitée évidemment de façon très moderne et on la voit aussi régulièrement traitée par Victoire de Castellane dans ses collections haute joaillerie, comme on peut le voir ici avec cette magnifique broche blanche et verte. On le Le blanc, retrouve dans l'Expo de Montréal, dans cette création ouais, ouais, ouais. de Gripois. Oui, oui, oui. Les créations Gripois étaient toujours très romantiques, très douces, très jolies. Et Christian Dior aimait justement cette délicatesse dans ses collections printemps-été. Il aimait aussi ajouter des bougies, des bijoux pardon, en porcelaine blanche qui évoquaient pour lui fraîcheur et simplicité. Et important de souligner, pour les gens qui ne le savent pas, M. Dior était très superstitieux, donc muguet qui porte le bonheur, mais aussi il avait sur lui, et d'ailleurs on le voit dans une célèbre entrevue d'Edward Morrow qu'on pouvait visionner jusqu'à récemment sur les réseaux sociaux, sur YouTube. On le voyait, il sortait de sa poche, il avait avec lui ce morceau de bois, cette patte de lapin. Je crois qu'il avait le trèfle à quatre feuilles, et j'en oublie sûrement. Je ne sais pas s'il avait Oui, des... il y avait un trèfle à quatre feuilles et dans un reliquaire, il y avait une petite fleur de muguet. Il y avait également deux cœurs entrelacés et effectivement, tout ça forme une espèce de bloc de gris-gris qu'il portait toujours sur lui. Oui, vraiment, le muguet est une fleur porte-bonheur et Christian Dior aimait utiliser cette fleur. On nous a également expliqué que parfois, un brin de muguet frais était placé dans l'ourlet de certaines robes haute couture de façon à ce que les collections puissent se passer selon les vœux de Christian Dior. Et là, on a un très joli bouquet de muguet qui a été réalisé par le regretté Jacques Darnel, qui était un très grand illustrateur de mode à l'époque et qui avait réalisé ce très très beau bouquet de muguet. Et on retrouve encore donc Diorissimo, qui est un parfum de muguet, un soliflore de muguet que l'on a évoqué tout à l'heure et qui était vraiment le parfum préféré de Christian Dior avec son très joli flacon. Et on peut noter que le Diorissimo est un parfum de muguet, mais que techniquement en parfumerie, le muguet ne peut pas être distillé. On ne peut pas capturer l'odeur du muguet en prenant du muguet. On est obligé de travailler la fleur de muguet en associant différentes odeurs florales. Et ça, Christian Dior connaissait manifestement
ce détail très technique de la composition florale pour le parfum, puisqu'à aucun moment il est fait référence au muguet sur le bouchon floral, bien que Durissimo soit un soliflore de muguet. Si les gens qui nous écoutent ont la possibilité d'aller le sentir dans une parfumerie à Montréal ou ailleurs au Canada, ils auront une expérience totale de la fleur de muguet. Oui, c'est une création qui est complexe. Et d'ailleurs, le nez, François Demachy, le nez actuel de la maison Dior, disait que c'est souvent un test qu'on fait passer à l'examen, c'est de recréer ce parfum parce qu'il est complexe à réaliser. Et c'est presque un test d'examen, un rite de passage pour les jeunes créateurs de parfums. Catherine Dior, on en a parlé un peu, mais il est important de souligner son importance pour plusieurs raisons, parce qu'il y a le lien avec les fleurs, mais aussi c'est une inspiration et une femme importante dans la vie et dans l'histoire de la maison Dior, d'une certaine façon. Oui, l'histoire de la maison Dior, mais l'histoire très, très filiale entre elle et son frère, puisqu'ils étaient tous les deux très, très, très proches. Et Catherine Dior, qui, avant de s'occuper du commerce des fleurs, avait été une très grande résistante. Et lorsqu'elle a été libérée en mai 1945, le gouvernement français a facilité le fait de pouvoir travailler dans ce type de commerce, puisque ça permettait aux gens qui revenaient des camps de concentration de se reconstruire peu à peu au contact des fleurs. Et Catherine Dior, pendant 12 ans, finalement jusqu'à la mort de son frère, va travailler aux Halles de Paris en tant que commissaire aux fleurs. Et tous les matins, elle va se lever à 4 heures du matin pour exporter des fleurs fraîches absolument partout dans le monde, jusque dans les colonies françaises, en Indochine, où elle enverra du muguet. Et Catherine Dior, qui va livrer de très nombreux fleuristes à Paris, notamment La Chaume, qui était le fleuriste personnel de Christian Dior, va très vraisemblablement aussi livrer des fleurs aux 30 montagnes. Et c'est à l'occasion de ces livraisons de fleurs que Christian Dior va trouver le nom à son premier parfum, puisque sa collaboratrice Mitza Bricard, en la voyant arriver aux 30 montagnes, va dire à Christian tiens Christian, voilà Miss Dior, Mademoiselle Dior. Et Christian Dior, qui cherchait le nom à son parfum à cette époque-là, a immédiatement répliqué eh bien, Miss Dior, voilà, c'est mon parfum. Et qui désignait donc directement Catherine Dior. Et tous les deux, ils vont traverser des étapes évidemment très, 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 très particulières. Et à chaque fois, ils vont finalement trouver leurs ressources dans la terre, puisque lorsque Christian Dior et sa famille sont obligés de quitter Granville suite à la Grande Dépression de 1929, ils vont suivre la gouvernante dans le sud de la France, qui avait une petite maison, et c'est par le travail de la terre que Christian Dior va survivre, comme beaucoup de Français. Il va aménager un jardin de légumes, il va vendre ses légumes sur les marchés locaux et survivre comme ça quelques années auprès des siens. Là, on le voit avec Catherine Dior, qui est accompagnée de son compagnon, et on le voit effectivement dans cette espèce d'innocence un peu dure, hein, parce que le temps était évidemment très compliqué. Lui-même était obligé de survivre, comme beaucoup de Français. Et c'est par le jardin que Christian Dior va trouver son salut. Oui, je tenais à avoir ces photos parce qu'on peut avoir l'impression que la vie de Christian Dior était une vie dorée et facile, mais non, il a vécu des épreuves, il a connu une grande pauvreté aussi, et Exactement, oui, oui. ce retour à la terre, et ça devait lui faire très mal au cœur parce qu'il a dû arracher les fleurs pour pouvoir planter d'ailleurs des Oui, petits pois avec des légumes, exactement. donc ça devait lui faire horreur mais pour survivre. Donc, et sur ces photos, on voyait qu'il gardait une bonhomie. Et on le ressent très bien en lisant son autobiographie, que c'est un homme qui était profondément heureux malgré l'adversité. Et ça, c'est assez formidable.
et Catherine qu'on retrouve à différents moments de sa vie, et comme tu soulignais. Oui, et d'ailleurs, c'est bien que tu évoques le fait que lorsqu'ils sont arrivés à Calian, dans le sud de la France, ils ont été obligés d'arracher les rosiers qui entouraient la maison que le père de Christian Dior et sa gouvernante occupaient, pour le transformer en jardin de primeurs, puisque lorsque Catherine Dior reviendra ensuite à Calian, après avoir passé ses 12 ans à Paris en tant que commissaire aux fleurs, elle va replanter des rosiers et devenir productrice de roses centifolia à Calian. Et jusque dans les années 2000, elle produira près de 500 kilos de rose centifolia, qui est la fameuse rose de Grasse que l'on produira par la suite, que les parfums Dior produiront par la suite, notamment pour Miss Dior. Donc voilà, Miss Dior, eh bien, c'est Catherine Dior. Et comme souvent, Christian va visiter Catherine dans le sud de la France. Il va imaginer ce parfum, d'où cette très jolie citation où il explique que Miss Dior est née de ces soirs de Provence où le jasmin vient se mêler à l'odeur de la terre de fin de journée. Donc un parfum chaud, un parfum où le jasmin est très présent, un jasmin où l'histoire est également très prégnante, puisque c'est là où Christian Dior a connu une forme de renaissance, là aussi par les fleurs, parce que lorsqu'il quitte la Normandie pour le sud de la France, il va découvrir Grasse, et Grasse, à cette époque-là, dans le sud-est de la France, c'est la capitale de la parfumerie, et c'est une ville qui est entourée de champs de fleurs, entourée de champs de jasmin, entourée de champs de roses, de lavande, de fleurs d'oranger, et ça va être un vrai choc esthétique et émotionnel pour Christian Dior. Ce qui explique par la suite que la robe Miss Dior de 1949 va être comment dirais-je, une recette de parfum, puisqu'elle est elle-même entièrement recouverte de fleurs, ces mêmes fleurs qui rentrent dans la composition de Miss Dior. Et des broderies exceptionnelles sur cette robe. Et cette robe Miss Dior va également inspirer d'autres directeurs artistiques. Encore une fois, un très bel exemple de cet héritage qui est une grande source d'inspiration pour tous les couturiers. Oui, parce que là, on a 3 robes de Raf Simons. D'ailleurs, la robe noire qui a été portée par Nathalie Portman en 2013 est en fait une presque réplique de la robe de 1949 qu'on a vue précédemment, mais entièrement en noir. Et on a cette très jolie création, l'une des premières créations de Raf Simons pour Dior, avec ce traité impressionniste et ces tout petits points de tulle coloré qui forment comme ça une espèce de dégradé absolument incroyable. Si le public de Montréal a la possibilité un jour de voir cette création, elle est vraiment tout à fait extraordinaire, au même titre que la création de droite, qui elle aussi a été portée par Nathalie Portman pour Miss Dior, mais cette fois en 2015, pour cette robe qui est entièrement composée de pétales de dentelle de couleur rose. Et le flacon qui a évolué, parce qu'on le voit d'ailleurs derrière moi et on le voyait au début de la conférence, ces flacons qui étaient de Miss Dior qui étaient plus comme des enfants et qui est devenu, qui a adopté une forme plus carrée avec ce qui va devenir également les codes de la maison, c'est-à-dire le fameux pied de poule et le nœud couture. Oui, effectivement, la première en forme Miss Dior rappelle les formes du New Look, hein, les formes de la première collection Corolle. Et 2 ans plus tard, Christian Dior va lancer les lignes verticales et obliques. Et pour respecter ces nouvelles lignes couture, eh bien, il va lancer Miss Dior dans une forme plus rectangulaire, plus compacte, avec ce motif pied de poule, qui était un motif textile très utilisé par Christian Dior. Et comme tu l'as dit, ce nœud, ici, ce petit nœud poignard qui va être ensuite plus rebrodé par les ateliers haute couture pour les éditions d'exception à partir de 2013. On se dirige tranquillement. Parfois, les détails de certaines robes. Oui. Très bientôt, on aura les questions du public, des gens qui nous écoutent en ce moment.
mais on a le bonheur aujourd'hui d'explorer une nouvelle parution et je suis très heureux que tu nous fasses partager quelques images de ce livre, Dior par Oui, amour. oui, oui. Oui, Euh, alors c'est donc on a utilisé le titre du livre pour la conférence, Dior par amour des fleurs, parce que comme on l'a vu précédemment, ce sont les fleurs qui ont construit le style de Christian Dior et qui ont ponctué de très nombreux passages dans sa vie. C'est un livre qui rappelle le goût de Christian Dior à travers certaines fleurs qui sont mises en avant dans un texte d'Alain Stella. On retrouve sur les diapositives suivantes des textes qui ont été rédigés par les directeurs artistiques de la maison. Donc, on a le témoignage personnel de Maria Grazia-Chiuri, de François Demachy, de Kim Jones, de Peter Phillips sur leur rapport aux fleurs. On a également souhaité intégrer à cet ouvrage de magnifiques photos réalisées par Nick Knight, qui a été très important dans l'histoire de la maison, notamment pour ses collaborations avec John Galliano. Et on a là l'expression de travaux plus personnels de ces roses qui font partie des roses personnelles du jardin de Nick Knight et qu'il photographie très régulièrement dans sa cuisine avec son iPhone, avec ces photos qui sont extraordinaires. On dirait des ah tableaux oui, flamands du ah oui, XVIIIe siècle. absolument. C'est vraiment extraordinaire. Donc, Quel grand comme la création contemporaine a toujours trouvé sa place dans l'héritage de la maison, on a trouvé légitime de reproduire ces superbes photos dans l'ouvrage. Évidemment, à travers les différents lieux de Christian Dior, on découvre sa passion pour les fleurs et son goût pour différents types d'aménagements floraux. On se retrouve ensuite sur les traces de Christian Dior dans le sud, avenue Montaigne, puisque les fleurs étaient également très présentes, non seulement à travers les collections, mais également dans l'environnement de Christian Dior dans les salons. Et même aujourd'hui, lors des présentations, soit de haute joaillerie ou de haute couture, le 30 avenue Montaigne est recouvert de fleurs, comme on le voit dans les... Oui, oui, oui. Oui, là, on le voit dans cet escalier. C'était à l'occasion d'une présentation haute joaillerie et le grand escalier d'honneur avait été entièrement végétalisé de façon extrêmement spectaculaire. Ouais. Et là, François Demachy qui est à Grasse et qui sent les Alors, fleurs. exactement, François Demachy à Grasse qui sent les fleurs, pas qu'à Grasse, puisque la vocation de François Demachy est de découvrir de nouvelles fleurs et de mettre en place des partenariats privilégiés avec certains producteurs de fleurs, comme on le voit ici avec la rose de mai et les plantations d'Armel Janaudy à Calian, à quelques centaines de mètres de l'ancienne production de roses de mai de Catherine Dior. Donc, on est vraiment là dans un héritage et dans une belle transmission par les femmes de la rose de Grasse aujourd'hui produit par cette jeune femme. On retrouve également le jasmin, qui est produit par le domaine de Manon, avec une femme très charismatique aussi, Carole Biancalana, qui est au milieu de cette diapositive, et qui produit ce jasmin de Grasse. Elle produit également, depuis quelques années, la tubéreuse, qui est une fleur très emblématique également du terroir grassois. Et la vocation est toujours d'avancer et d'amorcer de nouveaux partenariats, ce qui a été récemment également été le cas pour le Nérolite Valoris, qui là aussi est un très très beau thème parfum, oublié, puisque malheureusement la folie immobilière dans cette région de France a obligé certains producteurs à vendre leur terrain pour des projets immobiliers, et la plupart des bigaradiers avaient disparu, mais là ils sont à nouveau remis en avant. Alors, évidemment, l'expertise florale, elle n'est pas uniquement centrée autour des jardins, elle est également orientée pour le soin. Et depuis maintenant une dizaine d'années, on travaille en collaboration avec des producteurs de roses qui ont mis en place une rose qui s'appelle Jardin de Granville, qui jusque-là était cultivée à Pithiviers, mais qui va, à partir de l'année prochaine, faire l'objet d'une très grande production à Granville, puisque Rose Jardin de Granville a pour parent
botanique, la rose pimprenelle, qui est une rose qui pousse à l'état sauvage sur les falaises de Granville et qui, par sa capacité à résister aux éléments salins et météorologiques, vient s'intégrer comme principe actif dans nos crèmes de soins. Et donc, cette rose de Granville va faire l'objet d'une très large production à proximité de Granville, et ce, dès l'année prochaine. Ça, c'est une formidable nouvelle parce que c'est encourager une production locale aussi. C'est revenir aux racines, mais dans tous les sens du mot. Exactement. Pour retrouver ces fleurs magnifiques dans la région même où Christian Dior, je suis sûr qu'il n'aurait pas imaginé un jour que les roses, pratiquement les roses de son jardin, soient utilisées pour la production de la maison Dior. Ouais, C'est important aussi de souligner que dans la région de Grasse, justement, le savoir-faire est au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2018. Et ça, c'est formidable. Donc, Dior contribue à entretenir ce patrimoine exceptionnel et, comme le nom l'indique, immatériel, mais ce savoir-faire unique dans la région, c'est formidable de le stabiliser et de pouvoir le perpétuer aussi. Oui, c'est vrai. Et quand on parle de savoir-faire, on parle effectivement de production florale et du savoir-faire dans le traitement de ces mêmes fleurs. Et effectivement, c'est une excellente nouvelle que l'UNESCO ait primé ce savoir-faire et que Dior y ait largement contribué. Ouais. On va se diriger tranquillement. Peut-être un mot avant de passer aux questions sur la collection Maison Christian Dior, qui sont quand même des parfums d'exception et qui représentent bien la volonté de la maison d'aller un peu partout pour retrouver l'excellence aussi. Exactement. Et là, on voit effectivement, dans la diapositive précédente, on voyait la colle noire qui est une très belle interprétation de la rose de Grasse. Et effectivement, François de Machy aime sublimer ces matières nobles dans ces parfums exclusifs de la collection Maison Christian Dior, qui maintenant présente une très très belle gamme de fragrances. Et on a là quelques exemples. Donc, première question de Martin Benninger, si je prononce bien son nom. Est-ce que Diorella est toujours en vente? C'est le parfum favori de ma femme et le parfum devient très difficile à se procurer, j'imagine. Ça doit être le sens de la question. Alors, Diorella, oui, bien sûr. Diorella est toujours en vente en ligne. C'est un très beau parfum qui date de 1972 d'Edmond Rudnicka, qui avait créé à la fois Diorama et Diorissimo du vivant de Christian Dior, et également Eau Fraîche. Et Diorella est toujours effectivement disponible. Oui, c'est une très très belle fragrance. Très bien, je regarde. Il faut noter que Diorella est l'une des fragrances illustrées par René Gruau où apparaît pour la première fois un pantalon chez Dior. Ah oui, c'est vrai. Je ne sais pas, j'essaie de suivre les questions. S'il y en a d'autres, pour l'instant, je n'en vois pas, mais ce n'est pas nécessairement évident sur mon ordinateur. Si jamais il y en a d'autres qui se présentent, mais je trouvais peut-être intéressant, si on revient à François de Machy, ce qui était un de ses buts très tôt, était de revenir lui aussi, d'installer les bureaux des parfums Dior, du moins pour la recherche et la production, dans la région de Grasse, de se réinstaller là-bas. Oui, dans une très jolie propriété historique qui était autrefois occupée par une maison de parfum qui était chargée d'en produire, qui s'appelle les Fontaines Parfumées, et qui est entourée d'un très très beau jardin inspirant avec là aussi de la rose de Grasse, du jasmin de Grasse et une très jolie collection de menthe, de citron, des plantes que Christian Dior apprécie, que François de Machy apprécie tout particulièrement. Une autre question de monsieur ou madame Smith. Excuse-moi, petite seconde, je vais bloquer mon téléphone. Très bien. Les aléas du direct. Oui, heureusement, ça arrive vers la fin, donc c'est moins embarrassant par le discours. Ouais. Alors, à qui vendait-il juste après la guerre? Donc, je présume après la guerre par rapport au rhum, je suppose que c'est la question. Moi, je suis dans le fleur encore, mais c'est la question de monsieur ou madame Smith. Alors, évidemment, les modèles haute couture s'adressaient à une clientèle internationale. La France se relevait très péniblement
de ces années de guerre et de résistance. Donc Christian Dior a tout de suite adressé ses créations à une clientèle internationale. Et quand on considère le parfum, et notamment les flacons qui sont juste derrière toi, Stéphane, ces 3 éditions bleu, blanc, rouge en cristal baccarat, elles étaient là pour accompagner le luxe des créations haute couture. Il ne s'agissait pas de proposer des flacons qui soient trop standards. Il fallait accompagner justement toute la délicatesse et toute la préciosité des créations haute couture. Donc, ça s'adressait, pour répondre plus clairement à la question, à une clientèle très particulière. Question toujours de la même personne, de monsieur ou madame Smith. Je trouve ça intéressant, a-t-il eu l'occasion de croiser les impressionnistes du sud de la France et de s'en inspirer? Alors, les impressionnistes, on est un peu tard parce que les impressionnistes sont surtout intervenus à la fin du 19e siècle, mais Christian Dior était très attaché aux artistes. Il en a accueilli plusieurs à la Colle Noire, notamment Marc Chagall, qui a réalisé un très joli dessin, puisque Marc Chagall habitait à proximité de Christian Dior. Il a également accueilli Bernard Buffet. Donc là, on parle plutôt des modernes, hein, des années 50. Mais il était... c'est amusant que la question sur les impressionnistes soit évoquée, puisque la collection Tulipe qu'on évoquait tout à l'heure, eh bien Christian Dior a tout de suite, dans cette collection, souhaité des imprimés impressionnistes qui évoquaient les champs de fleurs chers à Renoir et Van Gogh. Donc, il était bien sûr admiratif des impressionnistes. Question de Madame Ziboski. Mademoiselle Dior, Miss Dior a été complètement reformulée. Maintenant, c'est fruité. Pourquoi le changement? Alors, Miss Dior propose aujourd'hui une gamme de fragrances assez larges qui viennent en premier lieu l'inspiration vient évidemment du premier Miss Dior qui a été lancé en 1947, que l'on vend sous l'intitulé Miss Dior original, et un peu comme une inspiration couture qui va voyager dans le temps à travers d'autres inspirations et d'autres lectures créatives, puisqu'un parfum est une œuvre d'art en soi. La volonté de la maison, c'est de toujours aussi renouveler les propositions et proposer un vaste choix de fragrances. Question de Corinne Charles maintenant. Qu'est-ce qui a inspiré la création et la conception du parfum? Et là, c'est presque une question qui s'adresse à François Debachy. La conception du parfum Fève délicieuse, mon parfum favori. Alors, c'est un parfum autour de la fève tonka, donc plutôt une épice, puisque l'idée n'est pas simplement de parler des fleurs. François Debachy explore les thèmes boisés, les thèmes floraux, les thèmes épicés, et Fève délicieuse fait partie justement de ces parfums très chauds, très épicés, qu'il aime traiter, puisque la maison Christian Dior, la collection Maison Christian Dior est une belle possibilité pour un créateur d'exprimer toutes ses envies en matière de fragrance. On voit que les gens qui nous écoutent sont de fins connaisseurs. Une collection de Dylan. Le jardin de Granville a été le principal de M. Dior. Et là, la question nous permet d'élaborer. A-t-il continué dans sa lancée à faire de beaux jardins, notamment dans ses autres résidences, telles Milly-la-Forêt ou au château de la Colle-Noire? Oui. C'est une question très intéressante parce que le jardin de Granville est un jardin d'enfance. C'est un jardin qui a été pensé par sa mère avant tout, auquel il a contribué, mais c'est un jardin qui était très particulier dans la mesure où il n'y avait pas de jardin avant qu'ils achètent la propriété, et ce jardin est devenu une espèce de folie, un artifice complet, puisque à quelques mètres en dessous, c'est la falaise. Et lorsque Christian Dior avec le succès du New Look, a souhaité acheter une propriété en région parisienne, quand il a fait l'acquisition du Moulin du Coudray, là, la particularité technique, ce n'était pas
La falaise, c'était les marécages, puisque le moulin du Coudray s'appelle comme ça parce que la propriété était entourée de marais. Et donc là, la solution, ça a été en partie d'assécher les marais. Et lorsqu'il s'est retrouvé quelques années plus tard à la Colle-Noire, là où il y avait trop d'eau à Milly-la-Forêt, eh bien, à la Colle-Noire, il n'y en avait pas assez. Et il fallait la faire venir de très très loin depuis les hauteurs de Fayence. Donc, quand on parle de jardin chez Dior, on parle bien sûr des fleurs, on parle bien sûr des motifs, des inspirations, mais on parle beaucoup également de construction, de style, de bâti. Et quand on en parle avec François Demachy, il est tout de suite sensible à cet argument-là parce qu'un parfum doit avant tout être bien construit, comme un jardin. Et ça, dans l'esprit de Christian Dior, le caractère bâtisseur l'emportait peut-être sur les effets floraux. Merci. Isabelle Junot, maintenant. Quel parfum depuis la dernière décennie le plus vendu dans le monde, s'il vous plaît? Chez Dior? Oui. Là, je ne suis pas forcément très, très à l'aise avec ce genre de questions. Oui. Pas très à l'aise parce que je n'ai pas de chiffre exact. En tous les cas, les parfums qui remportent un très grand succès au parfum Dior sont J'adore, naturellement, et Pour les hommes sauvages, pour citer un parfum de chaque catégorie. Après, je pense qu'il faut plutôt se renseigner par ailleurs. Oui. Je ne sais que lire, mais je me doutais que la question, comme la question de création de parfum, mais tu te débrouilles très bien. Gabriel Ferland, je vais réunir deux questions. Est-ce que c'est également un espace d'activité culturelle, donc j'imagine pour le musée Christian Dior, et également, elle demande si les jardins vendent leurs fleurs pour d'autres maisons de parfum ou juste pour les besoins de Christian Dior. Est-ce que les jardins vendent leurs fleurs? Oui. Non. Alors, une petite précision par rapport aux fleurs produites. Les fleurs qui vont être produites à Granville vont l'être pour une gamme de soins. Les fleurs qui sont produites à Calian et à Grasse sont exclusivement produites pour Dior. Sylvie Martel, M. Dior aimait la sensibilité japonaise. A-t-il déjà travaillé avec des créateurs japonais? Alors, non, il n'a pas travaillé avec des créateurs japonais, mais il a travaillé avec des fournisseurs japonais. Et ce, dès les années 50, où il a largement collaboré avec notamment les magasins Kanebo, où il y a eu comme cela un vrai échange de savoir-faire, notamment sur les imprimés. Question à nouveau de Monsieur ou Madame Smith. Les parfumeurs se sont-ils inspirés ou ont-ils collaboré entre eux, Dior avec d'autres, ou encore ils travaillaient seuls dans la création de parfums? Pardon, je n'ai pas compris la question. C'est de savoir finalement avec qui collaborait Christian Dior pour la création des parfums. Oui, les créateurs de parfums. Le principal créateur de parfums du vivant de Christian Dior, c'est vraiment Edmond Ronitska. Edmond Ronitska qui était un peu le pape en matière de création parfum. C'est quelqu'un qui avait une conception très particulière de la composition florale. C'est quelqu'un qui a cherché à théoriser le parfum, qui avait écrit un texte dans une édition qui s'appelle Que sais-je en France et qui était très très populaire et qui était quasi voisin de Christian Dior. Donc tous les deux avaient des relations très très proches. Dernière question avant de se laisser déjà. Linda Benguigui, combien de temps cela prend à la maison Dior pour créer un nouveau parfum? C'est une question qui est qui est très très difficile à traiter parce que tout dépend du parfum, tout dépend de la difficulté associée au parfum, à la stratégie marketing, à toutes sortes de considérations. Donc c'est très difficile de dire combien de temps on met pour la création d'un parfum. Puis après, tout dépend aussi
de l'évolution du packaging, de tout ça. Donc, l'échelle est très variable. Beaucoup de choses à considérer. Vincent, merci mille fois. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Tu nous as fait voyager et fait oublier cette grisaille du mois de novembre. Et vraiment, j'apprécie énormément. C'est toujours un plaisir de t'écouter et bravo pour l'excellence de ton travail au cours des années. C'est toujours un plaisir de répondre à tes questions en tous les cas. C'est très gentil. Au plaisir de se revoir, peut-être à Granville, peut-être à Paris ou Montréal. Et oui. Tu devais venir, mais malheureusement, on l'empêche. Mais on espère malheureusement. que tu aimes beaucoup Montréal, tu aimes beaucoup les Québécois et tu as une grande passion pour la littérature québécoise aussi. Et ça me fait toujours chaud au cœur de savoir ton attachement. Je vais laisser la parole à Léla qui va conclure la conférence. Merci Stéphane, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux de vous être prêtés au jeu. Vous avez fait certainement voyager loin de la grisaille du mois de novembre. C'était un voyage olfactif. On a pu imaginer les odeurs des parfums. Merci beaucoup. Pour les invités, je vous informe qu'à partir du mois de décembre, ce sera possible de faire des visites virtuelles dans l'exposition. Alors, à défaut de pouvoir vous rendre physiquement au musée, découvrir les objets qui sont présentés, vous pourrez faire une visite virtuelle. Donc, les informations se retrouveront sur le site Internet dans les prochains jours et les réservations pourront être prises à ce moment-là. Et je vous invite également à vous joindre à nous la semaine prochaine, donc mercredi le 25 à partir de midi, pour une conférence qui sera peut-être l'avant-dernière sur Christian Dior, donc qui est une conférence avec Alexandra Palmer, qui est conservatrice principale en costume et mode au Musée royal de l'Ontario. Et elle s'entretiendra avec Cynthia Cooper, qui est chef collection recherche, conservatrice costume, mode et textile au Musée McCord. Et elles aborderont ensemble les particularités techniques, le contexte socio-culturel du succès instantané de Christian Dior, mais aussi des petits détails sur la mise en espace d'une exposition dans le contexte qu'on connaît actuellement. Donc, comment est-ce que les deux musées ont collaboré pour pouvoir donner vie à cette exposition. Alors, je vous remercie encore une fois d'être présent avec nous virtuellement. Monsieur Leray, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée puisque vous êtes en décalage avec nous et on espère vous recevoir tous très bientôt au Musée McCord. Merci, bonne fin de journée.